On a beaucoup parlé de musique, hein, j'entends Voilà. rock'n'roll, hip-hop, porte qui claque. Nous, là, on souhaiterait, dans le cadre de cette table ronde, aller vers une harmonie. Ce qui nous intéresse, c'est comment créer des échanges, comment mettre en débat donc les problèmes qui peuvent exister au niveau de cette phase d'adolescence, cette phase de transition importante. Et donc, autour de moi sont réunis Cécile l'a dit, trois adolescents qui sont des jeunes de 15 et 16 ans et qui participent au conseil municipal des jeunes de la ville de Cannes, une enseignante qui est investie dans ce qu'elle fait à Grasse et qui a accepté d'être ici. Merci Virginie d'être là. Et un parent, Hugo, qui est aussi investi dans le secteur scolaire et dans qui exerce à fond donc cette activité avec une activité associative importante sur Montsartou, et Ayette qui est une travailleuse sociale investie donc dans ce secteur-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait des échanges entre vous. Donc je serai à l'animateur, mais la parole est à vous. En se disant aujourd'hui, on a quelques questions. Effectivement, il existe des difficultés de communication entre c'est un truisme hein, de le dire, mais entre les enfants, les adolescents, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, et les adultes, il y a deux mondes. Comment est-ce qu'on peut faire mieux communiquer ces deux mondes? C'est la question que nous nous posons. Donc il y a des portes qui claquent, pour reprendre l'expression de notre présidente. Mais aujourd'hui, comment peut-on faire pour adoucir les choses, pour mieux se parler, pour communiquer de façon plus fluide? C'est le sujet de cette table ronde. Et quels sont les points de tension peut-être les plus lourds? Et à partir de là, comment on les dépasse? Donc ce que je vous demanderai à chacune et chacun, c'est de vous présenter rapidement et puis de répondre à ces questions. Donc Yasmina, tu as la lourde responsabilité de démarrer. Donc je te cède bien volontiers la parole. Comment essayer aujourd'hui de fluidifier, de rendre plus simple les relations entre les adolescents et les adultes. Et merci. Voilà. C'est bon, Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous, je me présente, Docteur Yasmina, 16 ans et en seconde, au lycée Carnot et donc, membre, du conseil municipal, des jeunes Cannois. Je voudrais remercier, tous les adultes, présents, c'est très important pour nous et aussi pour ce colloque, bien sûr. Je commence? Alors, ce que je peux dire sur l'âge de l'adolescence déjà, c'est qu'en lui-même, c'est un âge, assez compliqué. C'est là où on découvre, non seulement notre corps, mais aussi, notre, nos passions, ce qu'on aime et tous les problèmes de la vie. Et pour notre génération, c'est vrai que c'est encore un peu plus compliqué puisqu'on est, en plein milieu, d'enjeux, très importants, surtout en ce moment. Oui. Et donc, je pense que la base de tout ça, c'est, le problème, c'est ce petit problème qui est apparu entre la communication qui s'est brisée entre les adultes, et les adolescents qu'on essaye de rétablir grâce à des projets comme, ce colloque. Oui et heu, après ça peut être, sous différents aspects aussi, que ce soit, dans le milieu scolaire et avec les parents. Mais on a aussi des professionnels, présentes ici aussi. Donc qui nous accompagnent et c'est vrai que parfois, c'est plus simple de leur parler à eux et je pense que c'est aussi le problème qu'on va explorer aujourd'hui. Pourquoi les adolescents parfois préfèrent, ne pas parler, mais parfois ne pas parler peut être aussi une forme de s'exprimer également, une forme de mon une manière de montrer, qu'on veut être, plus autonome. Donc c'est vrai que c'est un âge, un peu, où il faut trouver, le juste milieu. Faut trouver le bon équilibre dans la relation et
Très clair, merci beaucoup. Donc, Wael, possible de compléter? Enchanté, déjà, je m'appelle Wael Benariba, je suis scolarisé en seconde à Jules Ferry et déjà ça me fait plaisir d'être ici et de pouvoir discuter avec vous. Pour compléter ce qu'a dit Yasmina, c'est vrai que nous les jeunes, on est très, on commence à tout de suite nous connaître dès notre adolescence. On découvre beaucoup de choses, on apprend ce que c'est un peu le monde, on découvre la sociabilité, plein de choses. Et c'est vrai que Yasmina a raison en beaucoup de points. Nous, on cherche plutôt à parler très tard, voire jamais, avec nos parents, par exemple, ou même certains adultes, ce qui est assez regrettable parce que vous, la plupart, vous êtes à l'écoute de nous, même si certains, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Euh, et enfin, bah, euh, c'est euh, c'est mieux que nous, on puisse s'exprimer et comme des événements comme ça qui nous permettent de communiquer avec vous, c'est très plaisant. Bien sûr, nous, on essaye toujours de régler nos problèmes par soi-même, mais des fois, on peut pas tout régler tout seul. On a toujours besoin de compagnie, de personnes à qui s'appuyer, parce que faire tout seul, ça peut juste être néfaste des fois, ou même pas résoudre nos problèmes. C'était à peu près ce que j'avais à Et dire. là, la question, c'est aujourd'hui, ne pas résoudre tout seul, c'est on se tourne vers qui quand on veut parler dans la situation évoquée? On peut se tourner vers bah déjà principalement nos parents, puisque c'est quand même eux qui nous éduquent, on va le plus souvent avec eux. Normalement, c'est les personnes dont on doit avoir le moins peur du jugement d'eux. C'est très, c'est très important pour moi, en tout cas, la communication envers ses parents. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, des jeunes qui ne veulent pas parler à leurs parents ou qui ont tout simplement peur d'eux, parce qu'ils les connaissent. Ils peuvent se diriger vers des adultes tels que vous ou même Marie-Jeanne ou ou d'autres personnes comme des enseignants ou des CPE ou des choses comme ça. En tout cas, qui sont à l'écoute et qui nous permettent de nous exprimer. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Mélina Ziane. Je suis scolarisée au lycée Jules Ferry en première, donc je suis plus âgée que mes deux amis. Donc, je vous remercie à tous d'être venus. Donc, donc, je plaisante. Donc, oui, c'est un sujet assez important, même très important pour nous les adolescents. C'est-à-dire que en tant qu'adolescent, on commence à prendre conscience des choses, à réfléchir par nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est enfant, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réelles. On est un peu dans notre bulle et on pense autrement. Mais en grandissant, on prend conscience de nouvelles choses, parfois des gens enfin, des adolescents beaucoup plus rapidement que d'autres, surtout les femmes. Voilà. Euh, donc, on réfléchit par nous-mêmes, on commence à prendre conscience des choses. On, je dirais pas une sorte de contrôle. Je comprends après les parents qui veulent, euh, qui ont peur de la sécurité des enfants, de leurs enfants, mais il faut un peu les laisser réfléchir par eux-mêmes, leur laisser de la liberté, parce que je crois que la principale cause du problème entre les parents et enfin, leurs enfants, c'est le manque de liberté qu'on leur accorde et de confiance. C'est-à-dire que aussi, ça dépend les relations entre les parents. euh, Ça peut être compliqué. Donc là, la communication sera beaucoup plus difficile, alors que pour une relation entre les parents qui est beaucoup plus fluide, comme si c'était quelqu'un qui était comme une amie à moi, voilà, c'est tellement plus facile de s'ouvrir et de parler, de s'exprimer, de dégager tout ce qu'on ressent. Après, par exemple, dans le cas avec qui on pourrait parler si on rencontre des problèmes, etc., que avec nos parents, c'est difficile. Il y a toujours des personnes avec qui on peut parler, comme une conseillère d'orientation au lycée, au collège aussi, une psychologue.
surtout à l'espace santé, il me semble que c'est gratuit et anonyme pour les adolescents, les enfants de moins de 25 ans. Il y a plein de choses que des personnes mettent en place pour qu'on puisse s'exprimer et il faut en profiter parce que c'est le plus important, de s'exprimer, de faire dégager les choses et voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a parlé des parents d'abord, donc Hugo, qui a une réaction. Bonjour à tous. Donc Hugo, papa d'une fille de 16 ans qui va sur ses 17 et mon fils de 15 ans. C'est vrai que en tant que papa, ce qu'on vit souvent, c'est des portes qui claquent, un mutisme, pas de parole, et on a l'impression que vous êtes mais pas du tout concerné par ce qu'on vit et toutes les difficultés qu'on traverse, que vous vous en fichez royalement de tout ce qu'on peut faire. Après, ce que j'entends, c'est qu'il faut surtout pas rompre le dialogue, être dans la confiance, accorder une grande place à l'autonomie. Donc tout ça, je le valide, hein, puisque c'est ce que j'essaye de mettre en place. Mais de manière générale, c'est vrai que nous, du côté des parents, on a du mal à comprendre soit le fait que vous parliez pas, soit le fait que vous vous ouvriez pas. Et souvent aussi, c'est le tumulte de la vie quotidienne qui fait qu'il y a peu d'espace pour que tout ça, ça se passe. Et on s'attend à ce que vous soyez de vous-même plus en responsabilité, qu'on n'ait pas à vous pousser tout le temps. Voilà, donc on m'a demandé un petit peu d'expliquer tout ce que j'avais du mal à vivre avec mes adolescents, donc j'y vais, hein. Après, on verra ce qui. Donc, se lever le matin, descendre sur le linge-sale, débarrasser la table, etc., etc. Et c'est tous des trucs, en fait, finalement, quand on y pense, qui sont ridicules par rapport à tout ce qu'on traverse. Mais le quotidien fait que ça monte, ça monte, ça monte, et on arrive rapidement au clash, alors qu'il y a tellement plein d'autres choses à partager. Donc c'est cette relation-là qui est un peu l'objet de la journée, hein. C'est d'avoir cette harmonie entre eux et nous, eux jeunes adultes, et nous un peu vieux grabataires, fermés. Voilà, donc ce que j'entends, c'est confiance, autonomie, dialogue, ouverture. Je valide complètement. Alors c'est sûr qu'après, on a des quotidiens qui font qu'il y a des fois où on est moins disponible, moins à l'écoute, et c'est sûr que c'est dommage. Que dire d'autre? C'est déjà beaucoup. Ouais. Donc peut-être on peut demander à Virginie de réagir aussi sur sur le monde scolaire et la manière dont les conditions sont créées pour accompagner par certains enseignants, en tout cas, et par certains personnels d'éducation, comme on les a évoqués, pour accompagner cette transition. Bonjour à tous, merci d'être présents, merci de m'avoir invité à ce colloque. Je suis enseignante et donc je suis au lycée, dans un lycée à Grasse. Je suis enseignante depuis un petit peu plus de 20 ans, professeure principale depuis un petit peu plus, enfin dès que j'ai commencé j'ai été professeure principale et je le suis restée, pas de la même classe. Je suis aussi référente école inclusive. On aura peut-être l'occasion d'en parler à un moment donné. Et donc, je suis là pour parler du monde enseignant, alors en tant que professeur, de ce rôle qui représente un réel challenge. Si on est devenu enseignant, généralement, c'est qu'on a beaucoup aimé l'école. On a trouvé ça tellement intéressant qu'on a voulu rester, passer de l'autre côté de la barre. Et on rentre tous dans l'enseignement parce que c'est quelque chose qui nous motive, qui nous passionne, avec les meilleurs intérêts possibles. On a envie d'accompagner nos élèves, à la fois leur transmettre des choses sur le plan disciplinaire, de leur apprendre à développer des compétences, mais c'est pas juste notre rôle. Notre rôle est aussi, on a un rôle de pédagogue, on a un rôle d'éducateur. On est là pour être à leur écoute et faire en sorte qu'ils puissent s'inscrire non seulement dans la réussite scolaire, mais s'épanouir dans l'établissement scolaire et à l'extérieur. Je crois que c'est Mélina tout à l'heure qui parlait, ou
peut-être non, c'était Wael qui parlait de la difficulté, et tu en parlais Alain aussi au début, la difficulté de communication qu'il pouvait y avoir entre les ados et les adultes. Et en fait, on constate que dans un établissement scolaire, qu'il y a une grande difficulté de communication aussi entre les ados. Donc les ados entre eux, qui viennent tous de milieux différents, de cultures familiales différentes, et qui ont souvent, à l'insu de leur plein gré, des difficultés de communication, qui vont dire des choses spontanément, sans forcément se rendre compte de l'impact que ça peut avoir auprès des autres élèves. Donc il n'y a pas uniquement ce problème de communication entre les ados et les adultes, mais aussi entre les ados. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte de leur permettre d'apprendre justement à communiquer avec les autres, qu'ils aient leur âge ou que ce soit des adultes. Donc, pour nous accompagner dans cette mission d'enseignant, on a une formation initiale et on a aussi la formation continue. Donc, formation initiale, on nous enseigne à gérer une classe, à gérer des situations de crise, à apprendre les différents profils d'élèves devant lesquels nous allons nous retrouver. Donc, entre autres, comment éviter les ruptures, aider les élèves en rupture scolaire, faire l'éducation à la vie, à l'éducation à la vie affective, à la sexualité. Enfin, il y a une multitude, ce serait difficile de les mentionner toutes, mais voilà, une multitude de formations que l'on reçoit quand on est en formation initiale et après, tout au long de la formation, tout au long de notre carrière. Nous avons des formations tous les ans, certaines qui nous sont imposées et d'autres sur lesquelles nous nous inscrivons, nous portons volontaire pour toujours rester en phase avec notre public d'adolescents qui évolue. Et même si on a été ado à un moment donné et que généralement on s'en souvient, les choses évoluent et on a toujours besoin enfin, même si on connaît plein de choses, on a toujours besoin d'apprendre et ils nous enseignent plein de choses, nos adolescents. Alors concrètement, comment on en accompagne ce public d'adolescents pour faciliter cette communication entre eux? Parce que finalement, moi, j'ai pas, enfin, le sentiment, c'est souvent qu'il y a des groupes qui se constituent d'ados et que peut-être les groupes ne communiquent pas entre eux. Mais toujours, hein, mais ou peut-être, je sais pas, mais comment comment on réagit quand on est enseignant pour faciliter cette communication sur le plan Alors, comment ça fait en réagir plusieurs temps, ça dépend ensuite. les jeunes ici? Est-ce que la crise est arrivée ou est-ce que, enfin voilà, il y a plusieurs temps pour travailler là-dessus. Donc, d'abord au niveau de la prévention. Nous organisons différents événements au cours de l'année scolaire pour faire en sorte que les élèves puissent prendre conscience des différences qui existent, que ce soit au niveau des perceptions ou des profils, de plein de choses, et de manière à ouvrir à ce qu'ils deviennent plus tolérants, à développer leur tolérance, leur connaissance, parce que généralement, le manque de tolérance vient du manque de connaissance, pour dire de faire en sorte qu'ils puissent communiquer de manière plus efficace entre eux, en portant moins de jugement, parce que on a parlé de cette histoire de jugement, de confiance et tout ça, mais c'est vrai qu'entre eux, ils se jugent beaucoup. Et donc, justement, peut-être leur faire prendre conscience du fait qu'eux aussi, ils sont auteurs de jugements, sans forcément s'en rendre compte, et essayer de faire en sorte d'apprendre à évoluer ensemble en se respectant. Merci. Comment ça vous fait réagir, ce que vient de dire Virginie? Merci. C'est vrai que je suis d'accord avec, Virginie sur ce point. Alors c'est pas toujours le cas, mais très souvent malheureusement. Je l'ai remarqué, juste en cours, par exemple au collège. C'est surtout au collège que ça commence, ces jugements dont vous parlez. Mais c'est vrai que les adolescents souvent ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est vrai et je pense que les événements qui sont organisés, je parle par exemple pour mon lycée, ces événements, qui sont censés, justement, nous croiser et nous faire communiquer entre nous. C'est surtout, des événements qui se passent, par exemple comme exemple, je peux citer, notre journée culturelle qu'on a au lycée. C'est tout le lycée qui y participe et donc
très souvent, c'est une journée où on doit se déguiser, on doit s'habiller et peu d'adolescents y participent. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que l'adolescence, c'est un âge très jeune, mais qui est déjà très très fort. Et, euh, et on se sent limité par le regard des autres, par le jugement. C'est-à-dire on se sent constamment jugé, que ce soit entre adolescents ou que ce soit envers les adultes. N'importe quel geste, n'importe quelle action parfois peut être rejetée sur le fait qu'on soit adolescent. Donc, ce que moi, j'avais proposé dans mon lycée, c'est de chercher à faire ce genre d'action dans la classe, pas dans tout l'établissement. Parce que c'est vrai que on se sent plus à l'aise, je pense, quand on est en classe avec des personnes avec lesquelles on passe toute notre année scolaire. Et surtout, être dans le partage et inciter les adolescents à s'ouvrir. Parce que c'est ça le plus compliqué, c'est de s'ouvrir aux autres et de parler et d'exprimer et de raconter notre histoire. C'est souvent ça qui cause le fait de se renfermer sur nous-mêmes. Mais j'ai aussi remarqué que chaque année, dans toutes les classes où j'étais, puisqu'en France, on doit changer chaque année de classe. Dans d'autres pays, parfois c'est différent, ils restent 4 ans ensemble. Et on a ce processus d'intégration avec les adolescents. Et il y a toujours un élève qui est mis de côté, qui est isolé, alors même au conseil de classe, les professeurs le qualifient souvent de passif, d'élève passif. Euh, et parfois on rejette ça sur le fait que cet élève est juste introverti. Mais je pense que c'est pas ça le problème. Je pense que le problème, c'est on se dit parfois, il est introverti, il aime pas parler avec les personnes, donc on le laisse de côté. Non, je ne pense pas. Et parfois, je pense que ce silence, il est causé par quelque chose qui se passe à la maison. Je pense qu'il faut toujours essayer de, malgré les difficultés à communiquer avec ce type d'élève, euh, essayer tout de même de lui accorder plus d'attention parce que j'ai remarqué que, par exemple, dans des cours où un élève comme celui-ci ne participera pas, les professeurs n'auront pas forcément insisté sur ça, par peur qu'il se renferme encore plus sur lui-même. Donc, ouais, je pense que c'est un aspect aussi à étudier en milieu scolaire. Merci beaucoup. Alors, ce mur du silence, il peut arriver aussi, il peut à créer des situations extrêmes. Et je cède la parole à Yette, parce que je suis sûr que ça la fera réagir. Oui, effectivement, ça me fait réagir. Ayette Bekaled, moi je suis directrice du pôle socio-éducatif pour l'association Arpège. Et Arpège, c'est une association qui œuvre dans différents domaines, hein, la santé, le social, la justice et l'éducation, et plus globalement sur la prévention. Et d'ailleurs, moi je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai beaucoup œuvré dans le champ de la protection de l'enfance. Et effectivement, j'interviens plus précisément et spécifiquement, et y compris dans les actions développées par Arpège, notamment plutôt en direction des jeunes et des jeunes en difficulté, voire même en rupture. Donc, pas en bout de chaîne, j'allais dire spontanément en bout de chaîne, mais c'est pas vraiment tout à fait ça, puisque c'est un passage, hein. On peut être en difficulté aujourd'hui, en rupture de communication, etc. Et demain, ben, voilà, se redécouvrir et renouer du lien, de la communication, bien entendu, avec son environnement et principalement avec les parents. Donc oui, effectivement, ça me parle parce que la communication, quand elle se rend, je crois que c'est toi, Yasmina, qui disait qu'on peut parler, rester silencieux et dire des choses. Et je pense que les parents aussi à tendre l'oreille, mais aussi à observer et à vérifier qu'effectivement que le comportement du jeune peut aussi redire des choses, y compris quand il est silencieux. Et c'est vrai également pour toute la communauté éducative, hein, qui œuvre autour et avec les jeunes. Pour reprendre sur la question des points de difficulté, de qu'est-ce qui peut amener en fait, hein, aussi, hein, c'est se poser la question, qu'est-ce qui fait que j'observe mon ado en crise et comment ça réagit, pourquoi je réagis parfois violemment et sous forme de clash. Je pense qu'il y a plein de sujets, hein, et je pense que dans la journée, il y a plein d'éléments qui seront apportés par d'autres professionnels, mais les jeunes eux-mêmes ont rappelé quelques éléments, hein, la question de la communication qui est rompue parce que ben, on est pris par ses propres orientations, ses intérêts, ses préoccupations, la question
du numérique, les médias, le smartphone qu'on a tout le temps avec soi et qui peut être aussi un frein aussi à la communication, on le sait tous. Et puis aussi, c'est l'incompréhension. Hugo le disait, hein, il y a les préoccupations des parents, mais il y a les préoccupations des jeunes. Et des fois, on n'arrive plus à s'entendre, mais parce qu'il y a des générations aussi hein, qui nous amènent à penser, réfléchir différemment. Et l'idée, c'est de se dire comment on recrée du lien, comment on renoue le contact, etc. Et dans les pistes, vous en avez donné déjà plein, effectivement, les personnes ressources autour de nous qu'on peut solliciter. Donc, dans le domaine de l'éducation nationale, pour reprendre ce que disait Virginie, voilà, hein, l'écoute bienveillante des enseignants qui sont présents et qui sont déjà des personnes ressources. Les assistantes sociales quand ils sont dans les établissements scolaires, les infirmières scolaires parfois, les CPE, etc. Dans le parcours, dans l'environnement associatif, beaucoup d'espaces. Nous-mêmes, par exemple, sur Arpège, on a un espace jeune qui permet, qui est ouvert aux jeunes, quel que soit le moment, avec des temps d'ouverture et de couverture, même le soir, pour permettre d'avoir un espace qui permet de retrouver des adultes référents pour échanger, etc. Et puis, bien évidemment, et là aussi, vous l'avez dit, il y a hein, le parent qui doit rester quand même cette personne ressource prioritaire et avec qui, bien entendu, on peut quand même toujours se dire qu'on peut renouer du lien quoi, et de communiquer. Donc, le message que j'avais envie de vous faire passer, c'est que la crise, elle est constructive, voilà, et qu'il y a vraiment l'idée de dire, c'est pas une fatalité en soi. Comme un parent en clash, eh ben, c'est pas une fatalité en soi. Des fois, la crise, elle permet justement de recréer du lien, de dire des choses, pas forcément adaptées, mais elles sont dites, elles sortent. Et ça permet surtout de construire la suite quoi, et de repartir sur autre chose. Et ça, c'est important de le garder. Le deuxième message en tant que professionnel, et c'est un peu le retour que j'avais auprès des jeunes qui nous sollicitaient ou qui me sollicitaient en tant qu'éduc, c'était aussi de dire qu'on a aussi des parents qui viennent nous solliciter, qui ont besoin aussi d'un soutien, d'une aide pour essayer de redécoder en fait hein, le lien avec leur enfant. Et je pense que ce qui est important peut-être à redire, c'est qu'il y a des experts autour de nous, hein, mais on n'est pas expert de tout. Et que les premiers experts de leur enfant, de leur adolescent, ce sont d'abord les parents, sauf qu'ils n'ont pas les ressources forcément dans l'immédiat. Quand Hugo dit je pète les plombs parce qu'on ne descend pas, ok sur le moment, mais après réflexion, quand les choses se sont apaisées, le temps de la réflexion permet aussi de renouer du lien et de comprendre la suite et d'accompagner la suite. Et y compris pour les ados. Voilà, je pense aussi que les ados eux-mêmes ont leurs propres ressources. Il faut savoir les accompagner, les révéler pour permettre justement à gagner en autonomie, à permettre justement de sortir de cet état de crise. Voilà, donc vraiment ces deux notions, c'est que ce n'est pas une fatalité la crise, elle est constructive et que parents comme adolescents, on a des potentiels et des ressources pour justement avancer et avancer ensemble. Merci. Hugo, ça doit appeler quelques réactions. Oui, là, j'étais en train de réfléchir à chaque fois où il ou elle claque la porte très fort, ou moi je rentre dans des colères assez noires. Et en fait, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est tous les super moments qu'on passe quand le dialogue est là. Avec cette énergie folle, cette créativité incroyable. Et ce que je pense, c'est qu'on ne doit surtout pas être dans le contrôle, mais dans l'accompagnement et laisser l'espace qu'il faut pour que ado, j'aime pas trop, je préfère jeune adulte, que le jeune adulte s'exprime. Après, c'est sûr qu'il y a des fois où il y a vraiment un mutisme qui en dit long, ou des fois beaucoup de paroles qui en cachent beaucoup. Donc c'est vraiment le décodeur, il n'est pas facile, hein. Au début, on est perdu, hein. Quand ça commence à passer de l'enfance à l'adolescence et qu'il y a tout ça qui se met en ébullition, moi je sais que j'étais perdu complet et ça m'a pris un bon 1 an, 2 ans à retrouver un peu une position pour que le dialogue se renoue et que on puisse avancer ensemble. C'est un âge incroyable à vivre. Mais quand il y a le dialogue, c'est très, 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 très plaisant.
Voilà, c'est un peu comme une voiture de sport, quoi. Quand on commence à la maîtriser, on a beaucoup plus de plaisir qu'un vieux taco, quoi. Voilà, et donc moi c'est surtout, enfin, je veux rester sur du positif, hein. C'est l'énergie, la créativité, les voir devenir l'adulte qu'ils seront, mais alors ça demande beaucoup de patience pour accepter tout ce qu'ils nous font subir. Et aussi beaucoup d'amour, quoi. Voilà. Merci. Virginie voulait réagir aussi. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Ayet et puis Yasmina sur le fait que un établissement scolaire, c'est une communauté éducative, donc il y a les enseignants et ce dont je vous parlais tout à l'heure. On travaille vraiment de concord, on travaille ensemble avec les CPE, avec l'infirmière scolaire, avec l'assistante sociale, le médecin scolaire quand c'est pertinent, des associations, donc comme Arpège. Donc je ne sais pas si c'est dans tous les établissements scolaires, mais dans le nôtre, on travaille avec Arpège, qui nous permet d'avoir accès à des formations de qualité et d'accompagner nos élèves en dehors du temps scolaire, mais aussi par une présence auprès de nos élèves, même dans l'établissement. Voilà, nous, la direction de l'établissement avec qui on travaille étroitement, chacun avec ses missions, mais notre mission commune de faire en sorte que les élèves se sentent le mieux possible. On observe tous nos élèves tout le temps. Et quand tout à l'heure tu parlais justement de ce cas de figure dans une classe, dans toutes les classes où on a des élèves qui vont être plus introvertis, plus discrets, pardon, on est attentif, on est très attentif à tous ces petits signes. euh, Même si pour les élèves, et peut-être c'est ce que tu voulais dire par là, tu avais l'impression que parfois c'était pas perçu ou pas traité, eh bien en fait, on est très respectueux de faire en sorte de pas mettre l'élève à mal devant le reste de la classe quand on voit que quelque chose ne va pas bien, mais on en prend note et on va parler, on va vers l'élève, on en parle à la communauté, aux autres membres de la communauté éducative, que ce soit les CPE, l'infirmière scolaire, enfin tous les intervenants dont je parlais tout à l'heure, et on observe attentivement. Il faut savoir que moi j'ai une de mes collègues CPE dans la salle et qui a partagé il n'y a pas très longtemps justement la liste de choses auxquelles les CPE, les surveillants sont attentifs, même à la cantine, tous ces petits détails qui vont venir construire un tableau et qui vont nous permettre de pouvoir réussir à comprendre chaque élève individuellement. On n'a pas face à nous une classe, on a vraiment, quand on enseigne, quand on interagit avec tous les élèves du lycée, on a vraiment des individus, des personnes en face de nous et on essaie d'apprendre à connaître tous nos élèves pour les aider au mieux. Donc voilà, les clashs, les crises, on est préparé en théorie. En pratique, il n'y a pas deux crises identiques. Et donc, notre rôle, en travaillant tous ensemble, c'est d'essayer d'apporter la meilleure solution possible, la meilleure écoute possible, pour faire en sorte de les désamorcer. Mais dans tous les cas, on n'essaie pas de l'éviter à tout prix parce que, comme tu disais, elle est nécessaire, cette crise, au développement du jeune adulte. J'aime beaucoup cette expression aussi. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Et tout ce que tu as dit aussi sur ce que le parent vivait à la maison, je suis maman aussi de deux ados, on le vit à l'école avec les mêmes espoirs, désespoirs. On adore nos élèves, même les élèves qui sont les plus agaçants, parce que c'est difficile, pas même l'élève le plus difficile. euh, on apprécie toutes ses qualités, on voit, on cherche justement ce qu'il a comme qualité en dehors pour s'appuyer dessus, le revaloriser, lui renvoyer des choses positives pour l'aider justement à le raccrocher. Mais enfin, voilà, on a les mêmes constats et le même plaisir à les voir se développer. C'est magnifique de voir quand ils nous arrivent et puis de les voir ressortir du lycée, d'être passé d'un élève introverti à d'un seul coup prendre la parole. On a les larmes aux yeux en tant qu'enseignant quand on voit ça. Et enfin voilà, donc vous aimez vos enfants, on les aime aussi, on les accompagne du mieux possible. Et l'école est là pour justement faire le lien aussi entre les parents,
l'élève, permettre justement de renouer ses communications quand elles disparaissent. Alors ça ne veut pas dire que ce soit tout rose, parce que des fois, quand on a 35 élèves à gérer et que on a aussi des enseignements à faire passer, des programmes, impératif examen, qui n'est pas un impératif pour tous les élèves, hein. On a des élèves, ils sont là juste pour être sociabilisés. C'est très important, c'est pas l'objectif examen qui compte dans l'immédiat. Mais voilà. Encore un petit effort et nous serons en République, disait le marquis de Sade à la Révolution. Voilà. Cécile, je pense qu'on est Merci beaucoup. à peu C'est très dur de vous arrêter parce qu'on sent que vous êtes tous passionnés par ce sujet. On Mais- voudrait juste peut-être prendre une question ou deux dans la salle. Si... Voilà, alors Mélina voulait aussi réagir, donc on va peut-être, avant la question de la salle, lui donner le micro. Alors, oui. Personnellement, il y a des choses en quoi je ne suis pas très d'accord avec vous. Voilà, je le dis. Car déjà, par rapport, on avait parlé de groupe et de critique. Donc, moi, personnellement, je suis une personne qui est très sociable. Donc, j'ai eu une multitude de connaissances et de différentes personnalités. C'est-à-dire que ça dépend de la personnalité des adolescents que j'ai rencontrés. Et donc, personnellement, j'ai fait des rencontres. Il n'y a jamais eu de critique entre nous. C'est-à-dire qu'on pouvait se raconter fluidement les choses. On n'allait pas bien, on le disait. On voulait faire quelque chose, on le disait. Et c'est c'est plaisant, c'est bien, c'est voilà. Alors qu'il y a d'autres cas, c'est que on rencontre des gens, mais qui sont assez c'est méchant, mais on va dire encore des enfants, c'est-à-dire que ils se critiquent, ils sont hypocrites entre eux. Et ça aussi, ça peut jouer sur la communication, enfin, ça impacte aussi la communication avec les parents. C'est un facteur. Et ensuite, il y a une grosse différence entre les filles et les garçons. Car les garçons, je le dis, hein, ils ne savent pas communiquer entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont mal, ils ne le disent pas à leurs amis. Alors qu'avec les filles, ben, c'est beaucoup plus facile. Voilà. C'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit qu'avec ses amis, il allait vraiment mal et ben, il pouvait pas parler hein, avec ses potes. Donc bon. Alors que nous, avec les filles, entre filles, ben, on peut parler librement. On peut s'exprimer. C'est beaucoup plus facile. Après, je viens dans un lycée où, donc Jules Ferry, c'est assez un lycée très, où il n'y a que des élèves matures. C'est beaucoup plus mature qu'à Carnot. C'est-à-dire que... Désolée, hein. Désolée, désolée. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que... On laissera réagir Waïl après, et puis avant, on ira peut-être pas vers la salle, on laissera réagir Waïl, parce que là, il faut quand même avoir toutes les paroles. Mais après, c'est termine, Mélina. Donc, c'est des élèves qui sont beaucoup plus matures, qui sont là pour travailler, qui font des rencontres et c'est beaucoup plus fluide. Alors que dans d'autres lycées, je vais dire ça, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que vous arrivez au lycée, déjà, il y a un problème. Je, je n'ai jamais. Waouh. Surtout, ouais, surtout les jugements. Donc, surtout qu'en fait, ça commence. Alors, à savoir par rapport aux interventions que vous disiez quand on commençait par exemple au lycée, sincèrement, ça sert à rien. Sur le moment, ils vont dire. Enfin, non, mais je le dis sincèrement, mais les élèves, sur le moment, ils vont dire, mais oui, purée, faut pas faire ça. Sauf que 2 jours après, bah, ils vont continuer quand même. Donc en soi, ça sert à... Enfin, je vais pas dire que ça sert à rien. Faut essayer, faut tenter. Mais c'est trop tard. Faut commencer ces choses-là. Non, mais faut commencer ces choses-là bien plus tôt, c'est-à-dire au collège, en primaire, et vraiment sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas conscience des choses, c'est-à-dire qu'au collège, on va commencer des choses, on va forger notre personnalité et on va réagir comme ça. Et, et bon, il faut commencer plus tôt. On pourrait passer des heures là-dessus, parce que c'est un sujet vraiment passionnant, mais merci pour ce témoignage, Mélina, et on donne la parole à Waïl. Je vais dire exactement ce que tu as dit au début. Je suis pas totalement d'accord avec toi.
tant qu'adolescent, garçon, je trouve que ton ami, comme tu dis, qui lui va mal et n'exprime pas avec ses amis, sincèrement, il n'a pas des bons amis, il n'a pas des bonnes fréquentations. Parce que personnellement, tous mes amis autour de moi me disent quand ils vont mal, me disent leurs problèmes et demandent des conseils. Et je fais égal avec eux-mêmes. Donc là, je trouve que qu'importe qu'on soit fille ou garçon, c'est normal de parler avec ses amis et de demander. Par contre, quelque chose que là, que je suis vraiment d'accord avec toi, c'est par rapport aux événements qu'il y a dans les lycées. C'est vrai que d'élèves, même pas 2 jours, le lendemain, ils remettent à faire des jugements, à critiquer d'autres élèves, alors que hier, ils étaient complètement d'accord avec ce que disaient les intervenants. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien qui instruit peut-être plus jeune, même quand on est enfant, à partir même de la maternelle. C'est quelque chose qu'on essaie d'incruster dès le début, ce qui nous permet au moins de comprendre par la suite, qu'on nous inculque par l'éducation de nos parents, par nos enseignants, par beaucoup de personnes normalement. On doit être tous d'accord sur ça normalement, dans la salle, que l'éducation ça se fait jeune et que comprendre les choses, on peut les comprendre en étant adolescent, même en étant adulte, mais en tout cas il faut les comprendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup.